Le Titanic est resté plusieurs jours à quai à Southampton, pendant qu'il finalisait les préparatifs pour son voyage inaugural. Pendant ce temps, les travailleurs et les officiers révisèrent les équipements, l'approvisionnement et l'organisation interne, s'assurant que chaque section fonctionnait avec précision. L'équipage distribuait les tâches, les responsables du chargement supervisaient le mouvement des provisions, et le quai montrait une combinaison de routine portuaire et d'attente pour le départ d'un navire considéré comme l'une des plus grandes réussites de la White Star Line. La matinée de l'embarquement a réuni des passagers de toutes les catégories. Certains sont arrivés accompagnés de leurs familles, d'autres assistés par des employés, et beaucoup voyagèrent seuls vers leur destination. Le personnel a organisé l'accès selon la classe attribuée, maintenant un flux ordonné jusqu'à ce que, près de midi, la manœuvre soit complète. Peu après, les amarres ont été larguées. Le Titanic a avancé sur le canal avec naturel, tandis que depuis le pont, les voyageurs observaient comment restait derrière elle la ville qui avait assisté à son départ, sans savoir ce qui les attendait plus loin. Mais à quel point serait terrifiant ce qu'ils étaient sur le point d'affronter. Vigia dans l'ombre, l'instant qui a tout changé. En la part la plus haute du navire, Frederick Fleet effectuait son quart de vigie depuis le poste installé dans le mât avant. Il regardait une nuit qui surprenait par sa clarté. L'air était coupant, le ciel était dégagé, et l'absence de lune faisait fortement ressortir les étoiles. La mer restait complètement lisse, sans une seule vague visible. Ceux qui se sont souvenus de cette nuit ont coïncidé plus tard sur le fait que l'océan ressemblait à une surface polie. C'était le 5e jour du voyage inaugural, et l'atmosphère parmi les passagers reflétait qu'ils voyageaient dans un navire considéré comme le plus grand et le plus frappant de l'époque. Plusieurs personnes occupant les zones les plus exclusives voyageaient même avec des animaux de compagnie peu communs, mais rien de tout cela n'avait à voir avec le travail de Fleet. Il était l'un des 6 guetteurs assignés pour détecter tout signe à l'horizon, et cette nuit-là, on lui avait demandé, une fois de plus, de faire attention à la glace. Il avait commencé son quart à 22 heures, et après avoir brièvement commenté avec Reginald Lee le froid et la possibilité de trouver de la glace, tous deux se sont concentrés sur l'obscurité. La majeure partie du temps, ils sont restés silencieux, regardant droit devant tandis que le vent frappait la structure et que le navire avançait à grande vitesse au milieu d'une mer immobile. Tout est resté pareil jusqu'à ce qu'il soit près de 23h40. Soudain, Fleet a remarqué une forme sombre directement sur la route. Au début, elle semblait petite, mais elle grandissait rapidement à mesure que le navire avançait. Il a immédiatement sonné la cloche 3 fois et a décroché le téléphone qui le reliait à la passerelle. Quand de l'autre côté on lui a demandé ce qu'il avait vu, il a répondu clairement « Iceberg droit devant ». La voix qu'il a assisté a remercié pour l'avertissement sans montrer aucune émotion. Pendant les quelques secondes suivantes, Fleet et Lee ont attendu la réaction du navire. La figure devenait de plus en plus évidente et s'élevait de plusieurs mètres au-dessus de la proue. Alors qu'il semblait inévitable que le Titanic frappe de front, le navire a commencé à tourner doucement vers bâbord. Le virage a évité l'impact direct, mais n'a pas empêché le côté tribord de frôler la glace. La structure blanche est passée collée à la coque et a disparu vers la poupe. Sur le pont arrière, le quartier-maître George Rowe a remarqué que quelque chose altérait le rythme habituel des machines. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un voilier qui traversait par le côté droit, mais il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un énorme morceau de glace qui s'élevait au-dessus du niveau du pont supérieur. En bas, dans la salle à manger de première classe, plusieurs employés étaient en train de converser après que les derniers passagers se soient retirés. Le choc a été léger, juste un tremblement qui a fait vibrer la vaisselle préparée pour le petit déjeuner. L'un des serveurs a cru que le navire avait perdu une hélice et a mentionné que cela signifierait revenir à Belfast pour la réparer. Dans la cuisine, le chef de boulangerie de nuit préparait de la pâte lorsqu'il a remarqué un impact plus fort. Un plateau a été projeté et est tombé au sol. Pour beaucoup de personnes, la secousse fut légère, mais pour d'autres, elle fut plus évidente. Dans les cabines, plusieurs passagers se sont réveillés en se demandant ce qui s'était passé. Une jeune Suissesse qui voyageait avec son père a cru un instant que le navire était en train d'accoster dans un port. Un militaire canadien a pensé que c'était une vague forte. Lady Duff Gordon a décrit la sensation comme si quelqu'un avait passé un doigt géant le long du côté de la coque. D'autres l'ont comparé à un mouvement brusque, comme si le navire avait heurté quelque chose en passant. Certains l'ont à peine remarqué, tandis que d'autres ont perçu un bruit semblable à un déchirement métallique.
Le choc a également réveillé J. Bruce Ismay, dirigeant de la compagnie, qui s'est immédiatement redressé, croyant que le navire avait heurté un objet. Des passagers à différents niveaux ont confirmé la même impression. Un son profond, suivi d'un tremblement qui a duré à peine quelques instants. Dans une cabine plus basse, un couple a entendu un claquement, a senti que le navire vibrait et a observé, depuis leur fenêtre, une masse de glace glissant à l'extérieur. Un autre passager a subi quelque chose de plus perturbant. Son hublot était ouvert et des fragments de glace sont tombés à l'intérieur de sa chambre lorsque la coque a frôlé l'iceberg. Tandis que la majorité dormait, certains étaient encore éveillés dans le fumoir de première classe. Là, conversaient des figures connues, parmi elles des assistants du président des États-Unis, des sportifs et des voyageurs habituels qui commentaient des anecdotes de chasse et de politique. D'autres se détendaient en lisant des romans ou en participant à des jeux de cartes. Vers 23h30, certains sentaient le froid qui entrait depuis les ponts inférieurs et montaient à ce salon pour terminer la nuit. Entre boissons chaudes et cartes, l'ambiance était tranquille jusqu'à ce que la friction contre la glace interrompe les conversations. Plusieurs hommes se sont levés immédiatement et sont sortis sur le pont. De là, ils ont observé comment une énorme paroi blanche se déplaçait collée au flanc du navire, tandis que de petits fragments tombaient dans l'eau. Après quelques secondes, le bloc a disparu. Certains sont rentrés à l'intérieur, convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un problème sérieux. Le navire restait stable et le froid rendait difficile de rester dehors. Ils ont repris le jeu et servi plus de boissons. Mais l'un d'eux a remarqué que le bruit constant des machines avait cessé. Effectivement, sur la passerelle, le premier officier Murdoch avait ordonné d'arrêter les moteurs. Dans la minute précédente, il avait donné plusieurs instructions. Tourner le gouvernail complètement, activer la marche arrière et fermer les portes étanches. Les ordres ont été exécutés rapidement, mais le temps n'a pas été suffisant pour éviter le frottement. Lorsque le capitaine Smith est arrivé sur la passerelle, Murdoch a expliqué les manœuvres qu'il avait effectuées et a confirmé qu'ils avaient essayé d'esquiver le danger, bien qu'ils n'y soient pas parvenus complètement. Le capitaine a demandé des nouvelles des portes de secours et Murdoch a assuré qu'elles étaient déjà fermées. Dans les salles des chaudières, la situation était différente. Dans le compartiment numéro 6, 2 travailleurs conversaient lorsqu'ils ont entendu le signal de fermeture automatique. La secousse suivante a renversé une partie du côté et l'eau est entrée avec force. Tous deux ont réussi à traverser la porte étanche juste avant qu'elle ne se ferme. Dans le compartiment suivant, la fissure a également atteint l'intérieur et un jet d'eau commençait à remplir la salle. Un employé est resté coincé dans du charbon qui s'est détaché avec l'impact et un autre a observé que la nourriture qu'il avait laissé chauffer s'était renversée. Plus en arrière, dans des compartiments qui n'avaient pas reçu le choc direct, les travailleurs se sont levés surpris. Jusqu'à ce moment, le navire avait été une destination confortable, machinerie neuve, zone propre et un environnement de travail moins exigeant que sur les vieux navires. Ils commentaient entre eux que ce navire était une bonne affectation. C'est pourquoi le coup les a déconcertés. Beaucoup ont pensé qu'ils avaient touché le fond dans une zone de banc peu profond. Même lorsque quelqu'un a crié qu'ils avaient heurté un iceberg, plusieurs ne l'ont pas cru. À environ 10 milles au nord, le 3e officier du Californian observait depuis sa passerelle les lumières d'un grand vapeur qui avançait rapidement. Cette nuit-là, son navire était arrêté par la glace qui bloquait la route. Il a vu comment l'autre navire s'approchait, comment ses lumières brillaient et comment il le dépassait. À 23h30, il a averti son capitaine qu'il tenterait de communiquer avec lui par signaux lumineux. Mais vers 23h40, il a observé quelque chose de frappant. Le navire qui était passé si près s'est arrêté brusquement et a semblé éteindre une partie de ses lumières. Sa première impression fut que le navire réduisait simplement son activité pour la nuit, sans se douter qu'il venait d'assister au moment où le Titanic frôlait l'iceberg. Signaux dispersés. Le calme trompeur après la collision. Dès que le frottement avec la glace s'est terminé, la vie à bord a continué comme si rien ne s'était passé. Le Gator Fleet a repris son quart, Madame Astor s'est recouchée dans son lit et le lieutenant Stephenson est retourné à sa boisson chaude. Dans le fumoir de 2e classe, le majordome James Witter est sorti pour vérifier la secousse, mais ceux qui jouaient aux cartes ont à peine levé les yeux. C'était dimanche, et la compagnie autorisait presque jamais les parties ce jour-là, ils profitaient donc de la permission exceptionnelle.
Dans le salon de lecture de la même catégorie, le bibliothécaire, sans recevoir d'ordre, continuait de vérifier la liste des emprunts. Dans les couloirs menant aux cabines, on n'entendait que des conversations lointaines, des portes qui se fermaient au loin et des pas tranquilles. Tout semblait continuer de même, bien que quelque chose d'intangible ait changé. Dans sa cabine, le jeune Jack Taylor se préparait à dormir lorsqu'il a remarqué que le bruit du vent entrant par le hublot s'est arrêté net. 2 ponts plus bas, le producteur Henry Harris jouait aux cartes avec son épouse, qui avait un bras blessé. Aucun ne parlait beaucoup, jusqu'à ce qu'elle observe que ses robes, accrochées dans l'armoire, avaient cessé de bouger avec la vibration du navire. Plus bas encore, le professeur Lawrence Beasley lisait dans sa couchette lorsque la légère oscillation du matelas s'est arrêtée. Le silence qui a suivi a inquiété plus de passagers que l'impact lui-même. En quelques minutes, des sonneries d'alarme ont commencé à retentir, bien que les réponses fussent vagues. Beasley a demandé à un serveur pourquoi il s'était arrêté. La réponse fut un laconique. « Je ne sais pas, monsieur, mais je ne crois pas que ce soit grave. » Madame Arthur Ryerson a reçu une information un peu plus claire. Un majordome lui a dit « Il se dit qu'il y a de la glace devant, et que c'est pour cela qu'ils avaient freiné. » Elle a regardé par la fenêtre vers la mer immobile, et en voyant la nuit tranquille, a décidé de ne pas réveiller son mari. Certains ne se sont pas contentés de cela. Le colonel Archibald Gracie s'est habillé méticuleusement et est monté sur le pont des canaux. Jack Taylor a simplement mis un manteau par-dessus son pyjama et a annoncé à ses parents qu'il sortait pour voir ce qui se passait. Sur le pont, ils n'ont trouvé aucun drame. Seulement des groupes dispersés regardant dans l'obscurité sans identifier la moindre source de problème. Le navire flottait sans bouger, tandis que 3 cheminées expulsaient de la vapeur avec une force assourdissante qui brisait le calme. Près de la poupe, un couple âgé marchait bras dessus bras dessous, étranger aux conversations éparses. Le froid les a obligés à retourner à l'intérieur. Dans le grand hall de première classe, sous la coupole de verre, se sont réunis plusieurs de ceux qui avaient quitté leur chambre. Leurs vêtements formaient un ensemble étrange. Peignoirs, tenues de soirée, manteaux de fourrure, pulls épais. L'architecture élégante contrastait avec la confusion qui commençait à surgir. Un serveur a commenté qu'il reprendrait bientôt la navigation. À ce stade, beaucoup savaient déjà qu'ils avaient touché de la glace. Un voyageur de 2e classe est retourné à sa cabine et a dit à son épouse qu'un officier lui avait assuré qu'il n'y avait aucun danger. Elle se sentait mal à cause du dîner et a préféré ne pas bouger. John Jacob Astor est retourné à sa suite et a expliqué ce qui s'était passé avec un calme total. Le réformateur William Stead a demandé la cause et, après la réponse, a décidé de retourner lire dans sa chambre. Un autre couple a reçu la même explication et s'est déshabillé à nouveau, bien que la tranquillité ait été interrompue lorsqu'un ami les a invités à sortir pour voir la glace. Entre la curiosité et le scepticisme, plusieurs passagers ont exprimé le même désir d'observer le morceau que le navire avait détaché. Cependant, quelques minutes plus tard, il ne s'agissait plus de petits restes de glace. Maintenant, le problème se manifestait à l'intérieur de la coque. Vers 11h50, des sons étranges se faisaient entendre dans les premiers compartiments. Un technicien chargé de l'entretien des lampes a entendu un sifflement dans la zone la plus proche de la proue. C'était de l'air s'échappant sous pression à cause de l'eau entrant avec force dans le compartiment où étaient rangées les chaînes de l'ancre. Un chef chauffeur a vu de l'eau dans la zone des cabines des travailleurs et dans le couloir qui connectait cette zone avec les fours. Un passager de 3e classe a senti l'eau s'infiltrer sous sa porte. Quand il a fini de s'habiller, elle lui arrivait déjà aux chaussures. Un autre a sauté du lit directement dans une flaque. Au bureau de poste, 5 employés luttaient pour sauver les sacs de courrier. L'eau montait si vite qu'elle passait du niveau inférieur au supérieur par l'escalier métallique qui les connectait. En quelques minutes, ils ont complètement abandonné la salle, tandis que plusieurs lettres flottaient sans contrôle. Sur le même tronçon, ils ont été vus par le couple Chambers, qui s'était approché pour voir ce qui se passait. Même cette scène ne les a pas convaincus que le problème était grave. À différents moments, des officiers, des assistants et même le capitaine sont passés par là pour ensuite continuer leurs inspections. Dans la salle des chaudières numéro 6, où 2 travailleurs avaient réussi à traverser la porte étanche juste à temps, l'eau montait déjà rapidement. Dans la salle suivante, la numéro 5, encore plus d'hommes se déplaçaient entre vapeurs, outils et pompes qui essayaient de contenir l'entrée. Certains ont été envoyés vers le pont pour ensuite recevoir l'ordre contraire, restant piégés entre des instructions qui changeaient à chaque minute. Les lumières se sont éteintes, puis sont revenues.
Ils ont éteint les fours pour libérer la pression. La situation était chaotique, mais ils travaillaient sans relâche. Pendant ce temps, le capitaine Smith essayait de rassembler toutes les informations. Il avait consacré presque toute sa vie à la compagnie et jouissait d'un grand respect. Après l'impact, il a brièvement inspecté la poupe pour voir si l'iceberg était encore visible. Il a ensuite envoyé l'officier Boxhall pour une révision rapide. Boxhall est revenu en disant qu'il ne voyait pas de dégâts dans la zone qu'il avait pu parcourir. Ce fut la dernière nouvelle positive. Ensuite, le capitaine a demandé de localiser le charpentier pour mesurer l'eau. Avant que Boxhall ne puisse descendre, le charpentier montait précipitamment, affirmant que la mer entrait avec force. Un facteur a également émergé, assurant que le dépôt de courrier était en train de se remplir. Le président de la compagnie maritime, G. Bruce Ismay, est arrivé sur le pont de la passerelle avec la même incertitude. Il a demandé si le navire était très endommagé. Smith, après un moment de silence, a admis qu'il craignait que oui. Ils ont alors appelé Thomas Andrews, le concepteur du navire, qui avait passé la journée complète à vérifier des détails techniques et à résoudre de petites défaillances. Andrews est descendu avec le capitaine vers les zones affectées. Dans les couloirs intérieurs, l'eau avait déjà atteint plusieurs niveaux. La mer frappait contre le cours de squash. Le panorama était clair. Les premiers 5 compartiments étaient compromis. Quand ils sont revenus à la partie supérieure, Andrews a expliqué la situation. Avec cette quantité de compartiments inondés, le navire ne pouvait pas se maintenir à flot. Le calcul était définitif. La séparation entre le 5e et 6e compartiment n'arrivait pas assez haut, de sorte que l'eau passerait inévitablement au suivant et ensuite au suivant. La progression était automatique. Le mythe selon lequel c'était un navire invincible n'avait désormais plus de moyens de se soutenir. Smith a écouté cette conclusion, conscient qu'il se trouvait face à un destin impossible à inverser. À 12h05 du matin, il a donné l'ordre de découvrir les canaux, de réunir les passagers et de préparer la liste des affectations. Il a ensuite marché jusqu'à la salle de radio. Là, Phillips et Bride travaillaient épuisés après une journée pleine d'interférences et de messages accumulés. Le capitaine les a avertis qu'ils auraient peut-être besoin de demander de l'aide. Quelques minutes plus tard, il est revenu et a confirmé l'ordre. Il devait envoyer un signal de détresse. Phillips a demandé s'il fallait utiliser l'appel officiel. Smith a dit que oui et a donné la position du navire. À 12h15, l'opérateur a commencé à transmettre CQD, suivi des lettres d'identification du Titanic. À quelques milles, l'officier Groves, du Californian, était en conversation avec l'opérateur Evans, qui avait éteint son équipement quelques minutes plus tôt, épuisé après avoir alerté sans succès au sujet de la glace. Groves a tenté de syntoniser quelque chose, mais n'a pas remonté le mécanisme du récepteur et n'a entendu aucun appel. Il a laissé les écouteurs et est parti. C'était au même moment que le Titanic demandait de l'aide dans l'obscurité. Minute critique, le navire qui a commencé à se mobiliser. La quiétude du Titanic a été brisée lorsque plusieurs membres de l'équipage ont commencé à parcourir les couloirs en avertissant que quelque chose n'allait pas. Dans les cabines des cuisiniers et des serveurs, le bruit d'une porte qui claque a réveillé le personnel. Le second maître d'hôtel Dodd, habituellement calme, a fait irruption avec un ton qu'aucun ne lui avait entendu auparavant. Il a ordonné de se lever sans tarder et a averti que la situation était sérieuse. Les plaisanteries initiales ont disparu dès que les hommes ont saisi son expression. Certains se sont habillés à moitié, d'autres ont mis la première chose qu'ils ont trouvée. La consigne était claire, montez sur le pont. Tous n'ont pas compris la portée de l'avertissement. Dans une autre zone, le soutier Hemming est retourné à sa couchette, convaincu que le sifflement qu'il avait entendu ne signifiait pas un danger réel. Il était sur le point de s'endormir lorsqu'un membre du personnel technique est apparu pour l'avertir que l'eau entrait déjà dans plusieurs sections. Juste après, le contremaître a transmis un message attribué à Andrews. Il restait peu de temps et il devait sortir immédiatement. Malgré le contenu alarmant, l'ordre est resté au sein de l'équipage pour éviter que le reste du navire n'entre en panique. Pendant ce temps, dans les salons de première classe, la vie suivait son cours normalement. Dans le fumoir, un groupe d'hommes continuait une partie de cartes, convaincus que l'interruption serait temporaire. Le calme s'est répété dans plusieurs cabines. Certains passagers se sont réveillés parce que leurs maris ou des membres de leur famille sont revenus avec des nouvelles. D'autres ont ouvert les yeux lorsque le majordome de service a appelé avec discrétion pour informer qu'ils devaient mettre leur gilet de sauvetage et sortir sur le pont par précaution. Les réactions furent très différentes.
Il y eut ceux qui se sont levés sans question. Il y eut ceux qui ont pris leur temps, pensant que c'était une mesure exagérée. En première classe, beaucoup se sont habillés avec soin, choisissant des vêtements chauds et élégants comme s'ils sortaient faire une promenade nocturne. Plusieurs ont fait de petites pauses pour ramasser des objets personnels, allant des bijoux à un livre ou un souvenir de famille. Chaque geste reflétait comment ils comprenaient la situation. Les différences entre les classes se sont également rendues visibles. En deuxième classe, de nombreuses familles sont sorties avec des vêtements simples, s'habillant avec ce qu'il y avait sous la main. En troisième classe, le réveil fut plus chaotique. Les hommes et les femmes étaient sur des ponts opposés, ce qui a généré de la confusion tandis qu'ils essayaient de se réunir. Des jeunes qui avaient rencontré d'autres passagers pendant le voyage ont couru dans les couloirs pour avertir ceux qui dormaient. Certains refusaient de se lever par mal de mer ou fatigue, d'autres se sont laissés guider, sans encore comprendre complètement ce qui se passait. Peu à peu, les couloirs se sont remplis. Des personnes de tous âges avançaient vers les escaliers, essayant de garder le calme. Certains portèrent des manteaux, d'autres sortaient seulement avec leurs vêtements de nuit. Il y avait ceux qui chargèrent des sacs avec des objets de valeur, d'autres n'ont rien emporté. L'atmosphère mélangeait l'incrédulité, la curiosité et une préoccupation croissante que personne n'exprimait ouvertement. En arrivant sur les ponts supérieurs, beaucoup ont été surpris de voir le mouvement du personnel. Certains officiers coordonnèrent l'accès aux zones où se trouvaient les canaux, tandis que l'équipage retirait des bâches, ajustait des cordes et préparait tout pour une procédure qu'aucun ne s'attendait à exécuter cette nuit-là. Dans le gymnase de première classe, quelques passagers se sont assis sur les appareils en attendant de nouvelles instructions, convaincus qu'ils reviendraient bientôt à leur cabine. Sur le pont des canaux, les officiers essayaient d'établir l'ordre. Les marins retirèrent les couvertures, plaçaient des lanternes et organisaient le matériel nécessaire. Les années de routine se faisaient sentir. Chacun connaissait sa fonction malgré l'absence de simulation préalable. Le nombre de canaux, cependant, restait inférieur à la quantité de personnes à bord, une donnée que presque personne ne connaissait. Le deuxième officier Lightoller, responsable du côté bâbord, a agi avec une discipline stricte. Il a demandé permission plusieurs fois pour préparer les canaux et voyant que les décisions tardaient, il a cherché des instructions directes du capitaine. L'ordre fut clair, femmes et enfants d'abord. Même ainsi, les gens hésitaient à monter dans des embarcations apparemment fragiles comparées à l'immense transatlantique. Du côté tribord, le premier officier Murdoch a fait face à la même résistance. Certaines femmes refusaient d'entrer, d'autres demandaient à rester avec leur mari. Les premiers canaux ont mis du temps à se remplir parce que beaucoup pensaient qu'il n'y avait pas de risque réel. L'orchestre du navire, situé près de l'escalier principal, jouait des mélodies entraînantes qui renforçaient la sensation de contrôle. La présence de Bruce Ismay, président de la compagnie, a généré une tension. Il insistait pour accélérer la préparation tandis que certains officiers l'ignoraient. Parmi eux, le 5e officier Lowe, arrivé tard à son poste après avoir dormi profondément, a eu un échange brusque avec lui en sentant qu'il interférait avec le travail des marins. À l'intérieur du navire, d'autres personnages commençaient à remarquer des signes inquiétants. Certaines zones inférieures montraient déjà des courants d'eau progressant dans les couloirs. Plusieurs membres d'équipage sont rapidement retournés sur le pont après avoir vu les niveaux monter d'un compartiment à l'autre à travers des escaliers internes. Dans les espaces des chaudières, les ingénieurs continuaient de travailler entre vapeur et bruit, tout en essayant de maintenir les pompes en fonctionnement. Le personnel médical et les responsables de la correspondance du navire ont également perçu la gravité. De brefs commentaires entre eux montraient qu'ils comprenaient que la situation n'était pas un simple retard. Cependant, ils ont maintenu un ton serein pour ne pas alarmer les passagers. Le constructeur Thomas Andrews se déplaçait sans relâche entre les ponts. En voyant certains sans gilet, il insistait pour qu'ils le mettent. À chaque personne, il parlait différemment, selon ce qu'il croyait nécessaire pour maintenir le calme ou inciter à agir. Il savait à quel point la coque était endommagée et à quel point la résistance du navire était limitée. Pendant que tout cela se produisait, dans la salle de radiotélégraphie, Phillips et Bride continuaient d'envoyer des signaux de détresse. Ils recevaient des réponses de navires à différentes distances, certains très loin, d'autres sans donner de localisation précise. La communication avec le Carpathia fut la plus encourageante. Il venait à toute vitesse, bien qu'il fût encore loin. À la fois, ils essayaient de capter l'attention d'un navire qu'ils voyaient à l'œil nu à l'horizon, mais sans succès.
Le capitaine a ordonné de lancer des fusées pour attirer l'attention du navire proche. Chaque explosion éclairait la nuit dans un éclair blanc qui tombait lentement vers l'eau. Au loin, un officier du Californian observait les lumières, sans interpréter clairement qu'elles étaient des signaux d'urgence. Sur le pont, les canots commençaient finalement à descendre. Certains transportaient peu de personnes, d'autres se remplissèrent davantage. Le doute initial laissait place à une inquiétude croissante, bien qu'encore dominée par l'espoir d'un sauvetage rapide. La confusion continuait de s'étendre dans toutes les classes, mais l'ordre était le même pour tous, se maintenir sur le pont et se préparer pour ce qui allait arriver, tandis que les officiers luttaient pour compléter l'évacuation. Entre canots et adieux, le moment de décider. Sur le pont des canots, plus personne ne doutait de la signification des fusées. Chaque explosion illuminant le ciel confirmait que le Titanic demandait de l'aide avec urgence. Lawrence Beasley, passager de 2e classe, l'a compris instantanément. Si un navire lançait de tels signaux, ce n'était pas un simple contretemps. Il avait besoin d'aide immédiate. L'atmosphère a changé brusquement. Fini les plaisanteries et les discussions tranquilles. Les adieux ont commencé à se faire sans temps pour les prolonger. Dan Marvin a accompagné son épouse jusqu'au bastingage du canot et lui a lancé un baiser avant de reculer. Adolf Diker a fait de même en aidant sa femme à monter. D'autres essayaient de transmettre le calme à ceux qu'ils laissèrent derrière. Un médecin a demandé à son épouse d'être courageuse, quoi qu'il arrive. Les gestes étaient brefs et chargés d'urgence, avec des regards qui se prolongeaient quelques secondes avant de se séparer. Certains couples cherchaient un plan pour se retrouver plus tard, convaincus qu'ils seraient bientôt secourus. D'autres essayaient de rassurer leurs enfants ou promettaient de les retrouver dans le canot suivant. Dans plusieurs cas, les femmes résistaient à monter sans leur mari. La scène se répétait tout le long du pont. Des épouses qui voulaient rester ensemble, des maris qui essayaient de les convaincre d'obéir à l'ordre de femmes et enfants d'abord. Dans certaines cabines, la discussion est même redescendue sur le pont. Quelques couples sont retournés dans leur chambre pour en parler en privé avant d'accepter la séparation. Dans d'autres cas, l'insistance des officiers a fini par s'imposer. Plusieurs femmes furent pratiquement poussées à l'intérieur des embarcations par l'équipage lui-même, de peur de perdre de précieuses minutes. Il y a eu aussi des décisions fermes dans le sens contraire. Certaines ont insisté pour rester. Parmi elles se trouvait l'épouse d'Isidore Strauss, propriétaire d'une chaîne de magasins. Elle a refusé d'entrer seule dans un canot et est restée auprès de son mari. Tous deux ont pris place sur des chaises et ont attendu sans s'éloigner. Ils ne furent pas les seuls. Quelques femmes ont choisi de rester avec leurs partenaires, même si les officiers essayèrent de les convaincre du contraire. La majorité, cependant, a accepté de monter. Chaque femme était accompagnée jusqu'au canot par un membre de l'équipage ou par une connaissance qui s'était proposée de s'occuper d'elle dès le début du voyage. À cette époque, il était habituel que les hommes se chargent d'accompagner les entre canots et adieux le moment de décider. Sur le pont des canots, plus personne ne doutait de la signification des fusées. Chaque explosion illuminant le ciel confirmait que le Titanic demandait de l'aide avec urgence. Lawrence Beasley, passager de 2e classe, l'a compris instantanément. Si un navire lançait de tels signaux, ce n'était pas un simple contretemps. Il avait besoin d'aide immédiate. L'atmosphère a changé brusquement. Fini les plaisanteries et les discussions tranquilles. Les adieux ont commencé à se faire sans temps pour les prolonger. Dan Marvin a accompagné son épouse jusqu'au bastingage du canot et lui a lancé un baiser avant de reculer. Adolf Diker a fait de même en aidant sa femme à monter. D'autres essayaient de transmettre le calme à ceux qu'ils laissèrent derrière. Un médecin a demandé à son épouse d'être courageuse, quoi qu'il arrive. Les gestes étaient brefs et chargés d'urgence, avec des regards qui se prolongeaient quelques secondes avant de se séparer. Certains couples cherchaient un plan pour se retrouver plus tard, convaincus qu'ils seraient bientôt secourus. D'autres essayaient de rassurer leurs enfants ou promettaient de les retrouver dans le canot suivant. Dans plusieurs cas, les femmes résistaient à monter sans leur mari. La scène se répétait tout le long du pont. Des épouses qui voulaient rester ensemble, des maris qui essayaient de les convaincre d'obéir à l'ordre de femmes et enfants d'abord. Dans certaines cabines, la discussion est même redescendue sur le pont. Quelques couples sont retournés dans leur chambre pour en parler en privé avant d'accepter la séparation. Dans d'autres cas, l'insistance des officiers a fini par s'imposer. Plusieurs femmes furent pratiquement poussées à l'intérieur des embarcations par l'équipage lui-même, de peur de perdre de précieuses minutes. Il y a eu aussi des décisions fermes dans le sens contraire. Certaines ont insisté pour rester.
Parmi elles se trouvait l'épouse d'Isidore Strauss, propriétaire d'une chaîne de magasins. Elle a refusé d'entrer seule dans un canot et est restée auprès de son mari. Tous deux ont pris place sur des chaises et ont attendu sans s'éloigner. Ils ne furent pas les seuls. Quelques femmes ont choisi de rester avec leurs partenaires, même si les officiers essayèrent de les convaincre du contraire. La majorité, cependant, a accepté de monter. Chaque femme était accompagnée jusqu'au canot par un membre de l'équipage ou par une connaissance qui s'était proposé de s'occuper d'elle dès le début du voyage. À cette époque, il était habituel que les hommes se chargent d'accompagner les dames sans compagnie, et cette coutume a facilité que de nombreuses passagères aient une aide directe pour atteindre leur embarcation. Plusieurs familles ont été séparées au milieu du bruit et du mouvement, ce qui a généré des scènes de confusion, tandis qu'elles cherchaient à se retrouver avant que le canot ne descende. Au milieu de l'agitation, certaines femmes descendaient les larmes contenues, d'autres maintenaient une sérénité surprenante. Certaines demandèrent même un moment pour ramasser des objets personnels ou remettre quelque chose à celui qui restait. Il y eut un cas où une passagère n'a accepté de monter qu'après avoir récupéré une photographie qu'elle avait laissée dans sa cabine. Pendant que les décisions humaines se déroulaient sur le pont, l'état du navire empirait. Des passagers qui sont retournés à leur chambre pour chercher des bijoux ou des vêtements secs ont trouvé de l'eau avançant dans les couloirs. D'autres sont tombés sur des portes se fermant pour éviter les pillages. Les lumières restaient allumées, mais chaque minute rendait plus évident que la proue était en train de s'enfoncer. Aux alentours des canots, Thomas Andrews continuait de parcourir le pont, pressant les femmes de monter sans hésiter. Il répétait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Le ton direct de ces mots, ajouté à sa présence constante, a accéléré l'évacuation de plusieurs groupes. Les officiers commençaient également à ressentir le poids de la situation. Lightoller fut envoyé d'urgence chercher des armes, par crainte que la tension ne monte. Puis il est rapidement retourné à son poste pour continuer à superviser le chargement des canots. La pente croissante du navire se faisait sentir et certains passagers trébuchaient en essayant de monter dans les embarcations. Il y eut des chutes, des trébuchements et des sauvetages improvisés. Dans un cas, une femme est tombée entre la coque et le canot et a été sauvée par des personnes qui l'ont attrapée par la cheville avant qu'elle ne coule. Malgré ces difficultés, les canots continuaient de descendre l'un après l'autre. Du côté bâbord, Lightoller maintenait l'ordre strict, seulement les femmes et les enfants, avec une seule exception, un passager expérimenté en navigation qui a accepté de descendre par une corde pour aider à manœuvrer l'un des canots. Du côté tribord, Murdoch permettait à quelques hommes de monter s'il restait de la place après l'embarquement des femmes. De cette manière, plusieurs passagers de première classe ont réussi à s'assurer une place. Certains ont même emmené des animaux de compagnie ou des accompagnateurs engagés pendant le voyage. L'équipage agissait rapidement malgré la pénurie de marins. Les meilleurs hommes étaient déjà occupés et beaucoup d'autres réalisaient des tâches cruciales dans d'autres parties du navire. Cela a obligé à rationner la présence de l'équipage dans chaque canot, ce qui a généré des protestations d'en bas. Certaines embarcations descendaient avec un seul marin chargé de manœuvrer. En troisième classe, l'avancement vers les canots était chaotique. Beaucoup de passagers ne connaissèrent pas le bon chemin et ne parlèrent pas anglais. Les couloirs étaient un labyrinthe de portes et de changements de niveau qui séparaient normalement les zones selon la catégorie. Plusieurs groupes nécessitaient une escorte directe. Dernière tentative, la lutte pour gagner des minutes. La pression dans la salle sans fil est devenue plus lourde à mesure que l'aube avançait. Les signaux arrivant d'autres navires continuaient de montrer une incompréhension inquiétante. À 1h25, l'Olympique voulait savoir si le cap était orienté vers le sud pour les rencontrer. La réponse fut directe, aucun déplacement possible. La priorité était de faire sortir les femmes dans les canots. Puis le Francfort a insisté avec des questions qui, pour les opérateurs, révélaient le peu que les autres comprenaient de l'urgence réelle. La confusion était si évidente que l'irritation a fini par éclater. La situation n'admettait plus de courtoisie ni de patience. Pendant ce temps, la présence occasionnelle du capitaine Smith dans la salle de radio montrait la fragilité croissante du navire. Il a informé que la puissance commençait à perdre de la force et que le temps restant était minime. La nouvelle la plus grave est arrivée lorsqu'il a confirmé que l'eau avait atteint la zone des chaudières. Cela a conduit l'opérateur Phillips à transmettre un avertissement désespéré au Carpathia, le suppliant d'accélérer autant que possible. La salle est restée illuminée, mais l'atmosphère devenait plus oppressive.
Bride a placé un manteau sur les épaules de Phillips et a réussi à lui ajuster une ceinture de sauvetage, bien que même cette tâche soit devenue difficile en raison de l'espace limité et de la tension qui saturait tout. Quand Phillips est sorti un moment pour observer le pont, il est revenu le visage défait. Il a parlé de la scène comme de quelque chose de très étrange. Et ça l'était. Vers la proue, l'eau couvrait déjà toute la section inférieure et avançait vers les structures blanches qui dépassaient encore la surface. L'inclinaison avait suffisamment augmenté pour obliger les hommes sur le pont à s'appuyer sur les mains courantes. Au milieu de ce silence épais, l'ordre de concentrer le poids sur un seul côté a été entendu pour tenter d'équilibrer la coque. Pendant quelques secondes, le navire a semblé répondre et devenir plus stable, mais ce fut un soulagement trompeur. Les manœuvres continuaient. Certains membres d'équipage préparaient les canaux restants, d'autres essayaient de couper des câbles avec des outils improvisés. Chaque tâche devait être accomplie avec rapidité et sans marge d'erreur. Depuis l'un des niveaux inférieurs, le bruit de l'eau montant par les escaliers de secours est devenu un rappel permanent que l'intérieur se perdait tronçon par tronçon. Même l'apparition d'objets lâches dans les couloirs, comme des bagages ou de la vaisselle déplacée par l'inclinaison, rendait évident que l'intérieur du navire se désorganisait avec violence. La tension s'est étendue également parmi ceux qui cherchaient une place dans les derniers canaux. Beaucoup avaient retardé la sortie pendant la première heure, mais le panorama a changé lorsqu'ils ont vu disparaître les bastingages avant sous l'eau. Plusieurs membres d'équipage ont commencé à prendre des décisions sans attendre d'instructions supérieures. À différents points du navire, des espaces ont été ouverts par la force, des rangées de passagers ont été réorganisées, et tout type d'accès permettant de continuer l'évacuation a été créé de manière improvisée. La hâte a dominé les mouvements. Dans la zone centrale, la descente d'un canot a provoqué un affrontement inattendu. Certains hommes ont tenté d'entrer en profitant de la confusion, mais ont été repoussés à coups de bousculade par ceux qui surveillaient la procédure. Ce fut un moment tendu qui a montré à quel point l'ordre était fragile lorsque le pont s'inclinait davantage et que le temps s'épuisait. La scène ne s'est pas répétée de la même manière qu'elle s'était produite auparavant. Maintenant l'urgence était si haute que tout se résolvait en quelques secondes, sans discussion ni avertissement prolongé. À mesure que la nuit avançait, les officiers eux-mêmes ont commencé à montrer des signes de fatigue extrême. Les vêtements étaient humides, le vent était de plus en plus froid, et la respiration se faisait courte en raison de la pente du sol. La lumière électrique fluctuait, par moments nette, par moments faible, comme si elle vibrait au rythme de l'eau qui s'infiltrait dans les compartiments inférieurs. La musique, qui jouait encore à un certain point du navire, devenait un écho distant qui contrastait avec ce qui se passait déjà à quelques mètres. La descente du canot numéro 4 a pris plus de temps que prévu en raison d'obstacles imprévus dans la structure inférieure. Lorsque son chargement a pu enfin commencer, le sentiment général parmi les présents était celui d'un désarroi contenu. Le navire avait tellement baissé que les grandes fenêtres latérales étaient très proches du niveau de la mer, et à l'intérieur de certaines cabines de luxe, on pouvait voir du mobilier traîné par des courants internes. La vision s'est avérée bouleversante pour ceux qui doutaient encore de la gravité de la situation. La préparation du dernier canot a continué dans une atmosphère encore plus tendue. L'éclairage rouge qui teintait une partie du pont rendait évidente l'instabilité des systèmes électriques. Les assiettes qui s'écrasaient aux niveaux inférieurs marquaient un rythme brusque qui brisait toute illusion de contrôle. Les officiers ont organisé un cercle humain autour du canot final, conscients que c'était la dernière opportunité possible. Les femmes qui attendaient sont passées une par une, tandis que certains enfants étaient remis par des bras tremblants aux marins qui les installaient à l'intérieur. La scène a acquis un caractère silencieux qui contrastait radicalement avec le bruit précédent. Personne n'élevait la voix. Même les pas sonnaient amortis, comme si le navire entier retenait sa respiration. Dans ce climat, l'adieu de plusieurs hommes qui n'essaieraient pas de monter ne s'exprimait plus par des mots. Un geste suffisait, une brève poignée de l'avant-bras ou un mouvement de tête. La plupart sont restés immobiles, regardant comment le dernier canot s'éloignait tandis que la coque continuait de s'enfoncer. Dans une autre section du pont, 2 hommes qui avaient passé la nuit à aider dans différentes manœuvres se sont retrouvés dans un espace complètement vide. La passerelle qui, des heures auparavant, était pleine, semblait maintenant déserte. En avançant de quelques pas, la mer a fait irruption sans avertissement, couvrant leurs chaussures et montant par les bottes. L'eau glacée les a obligés à réagir immédiatement.
L'option d'attendre avait disparu. Quand ils ont vu un canot glisser le long du flanc, ils ont sauté sans y penser, tombant entre cordes et bois, conscients qu'il n'y aurait pas d'autre opportunité. Pendant que cela se produisait, la distance entre le navire et les canots déjà lancés grandissait rapidement. De là, les survivants pouvaient observer comment l'inclinaison augmentait et comment les lumières tremblaient sans ordre. La figure du navire, gigantesque des heures auparavant, semblait rétrécir à mesure que la proue disparaissait sous la surface. Le silence qui enveloppait la mer faisait que les sons qui provenaient encore de l'intérieur de la coque semblaient étranges, coups, craquements, brèves explosions produites par des matériaux qui cédaient sous le poids. Dans la salle sans fil, Bride a entendu comment Phillips continuait de transmettre tout ce que la batterie permettait. Les signaux étaient plus faibles, mais arrivaient encore. L'idée d'abandonner le poste n'était acceptable pour aucun des deux. Ils ont continué à communiquer jusqu'à ce que l'énergie s'épuise finalement. Quand la salle est restée dans la pénombre, la seule chose qui s'est fait entendre fut le bruit de l'eau avançant par un point du pont inférieur. Tous deux ont ajusté leur ceinture de sauvetage et sont sortis sur le pont pour la dernière fois. Dehors, la vision générale ne laissait plus de place au doute. Le navire avait perdu la ligne droite qu'il avait maintenue pendant presque toute la nuit. L'angle était si prononcé que ceux qui restaient devaient se tenir à n'importe quelle surface verticale pour ne pas glisser. Les cheminées s'inclinaient comme des colonnes vaincues. Même ainsi, aucun cri ne dominait la scène. Chacun se déplaçait rapidement et en silence, se guidant par l'instinct de trouver un point d'appui. Les canots qui s'éloignaient ont continué d'observer jusqu'à ce que la lueur des lumières du navire cesse d'être uniforme. Soudain, tout s'est plongé dans une séquence de sons profonds, comme si l'intérieur se brisait dans plusieurs directions. Ensuite, un silence absolu est arrivé. Ceux qui étaient loin ont seulement vu comment l'obscurité remplaçait la figure du navire, tandis que la mer se refermait sur la dernière section visible. Survivre dans l'obscurité, la mer après le naufrage. Quand le dernier canot s'est perdu dans l'obscurité, le Titanic a été enveloppé d'un silence étrange. Le tumulte des minutes précédentes s'est évanoui et les personnes qui restaient à bord se sont regroupées au centre du navire, s'éloignant des bords. Dans la partie haute, Jack Taylor est resté aux côtés de Milton Long. Les deux observaient le mouvement de la carcasse, utilisant un bossoir vide comme référence pour calculer comment le naufrage progressait. De là, ils voyaient les tentatives désespérées pour libérer les deux canots pliables sur le toit des cabines des officiers. Parfois, ils partageaient des messages pour leur famille. D'autres fois, ils gardaient simplement le silence. Taylor pensait à toute sa vie, à ce qu'il avait vécu et à ce qu'il n'arriverait jamais à expérimenter, tandis que les images de ses parents et frères occupèrent son esprit. À quelques pas, le colonel Gracie a remarqué qu'il lui manquait l'air, une sensation qui l'a pris par surprise. Il a cru que c'était le moment de faire ses adieux mentalement à son foyer. Dans la cabine de radiotélégraphie, Phillips continuait à son poste, essayant de maintenir l'équipement en vie malgré la perte de puissance. Bride l'accompagnait, observant comment les gens cherchaient des gilets dans les espaces proches. À 2h05, le capitaine Smith est entré dans la salle et leur a parlé calmement. Il leur a dit qu'ils avaient déjà accompli leur devoir et qu'il était temps de prendre soin d'eux. Phillips a continué à travailler quelques instants de plus, mais le capitaine a insisté pour qu'il se retire. Smith est retourné sur le pont et a marché parmi de petits groupes, répétant à plusieurs membres d'équipage que chaque homme devait veiller sur lui-même. Certains l'ont pris au pied de la lettre et ont sauté directement à la mer. Le boulanger Belford s'est lancé en position assise pour réduire l'impact et a senti un froid piquant en touchant l'eau. Greaser Scott a tenté de glisser le long d'une corde, a échoué et est tombé de plein fouet, bien qu'il ait réussi à survivre. Plusieurs ont réussi à atteindre le canot 4, qui restait encore à proximité. D'autres, comme Cunningham, sont également parvenus à nager vers une embarcation. Cependant, la majorité a décidé de rester. Lightoller a observé qu'Hemming, qui aurait dû partir dans un canot antérieur, continuait d'aider à libérer les pliables. Deux jeunes serveurs attendaient sans hâte, commentant combien le navire pourrait résister. Un groupe de grooms se reposait un peu plus loin, et l'instructeur du gymnase refusait de mettre son gilet parce qu'il préférait nager sans poids. L'ensemble musical restait à sa place, interprétant des mélodies joyeuses malgré l'inclinaison croissante. Certains passagers ont également choisi d'agir par eux-mêmes. Frederick Hoyt a aidé son épouse à monter à bord du pliable D,
à sauter à la mer et à nager jusqu'à retrouver le canot pendant qu'il ramait. Dans d'autres secteurs, hommes et femmes marchaient en silence. Plusieurs connaissances de première classe restaient ensemble en petits groupes. Plus loin, le couple Strauss restait assis sur une chaise de pont. Taillère et Long débattaient s'il était prudent de sauter. Long ne se sentait pas prêt pour cela, et Tailleur, bon nageur, hésitait à le laisser seul. À mesure que le navire coulait, certains passagers de troisième classe ont réussi à avancer jusqu'au pont supérieur. D'autres se sont dirigés vers la poupe qui commençait à s'élever. Abelset, qui avait passé une grande partie de la nuit dans la zone arrière avec des membres de sa famille et 2 jeunes gens, a été conduit vers la première classe lorsqu'un officier a ouvert un accès. Là, il a attendu avec l'espoir de trouver un canot. Tout était occupé. Avec son cousin et son beau-frère, il a décidé de rester dans cette partie malgré l'inconfort d'être dans une zone interdite. Ils ont même entendu M. Strauss demander à son épouse de monter dans une embarcation, sans succès. À l'intérieur du navire, la scène était tout aussi saisissante. Les salons étaient vides, mais les lumières restaient allumées. Le restaurant à la carte semblait tordu par l'inclinaison et quelques chandeliers étaient tombés. Dans le salon Louis XV et le Palm Court, il ne restait personne. Le contraste entre ces salles élégantes et le calme absolu était frappant. Dans le fumoir, le constructeur Thomas Andrews était seul, avec le gilet non utilisé sur une table. Un serveur lui a demandé s'il allait essayer de se sauver, mais Andrews n'a pas répondu. Il a continué de regarder vers la poupe sans bouger un muscle. Dehors, certaines personnes priaient avec le prêtre Biles, d'autres restaient immobiles. À cette heure pesaient plusieurs pensées. Les avertissements de glace reçus plus tôt, la chute brusque de la température, les avertissements qui ne sont pas arrivés à la passerelle, les décisions prises pendant la journée et les petits signes qui semblèrent maintenant des avertissements. Chacun révisait mentalement ce qui s'était passé. Dans la cabine de radio, Phillips ajustait l'étincelle pour que le signal soit plus clair. Bride a vérifié la cabine arrière et a rassemblé l'argent qui s'y trouvait. En revenant, il a trouvé une femme évanouie à qui ils ont donné de l'eau jusqu'à ce qu'elle reprenne son souffle. Quand il est retourné dans la salle, il a observé quelque chose d'étrange. Un chauffeur essayait d'enlever le gilet de Phillips. Bride a réagi immédiatement, se débattant avec lui tandis que Phillips frappait l'intrus jusqu'à le laisser inconscient. Peu après, ils ont entendu l'eau entrant par l'escalier du niveau supérieur. Phillips a crié qu'il devait ressortir immédiatement et tous deux se sont échappés sans regarder en arrière. Bride s'est dirigé vers les canaux pliables sur le toit des cabines. Plusieurs membres d'équipage essayaient de les libérer pour qu'ils flottent lors du naufrage. Lightoller, Murdoch, Hemming, Brown, Hurst et d'autres travaillaient sans relâche. Du côté bâbord, Hemming essayait de redresser un problème dans la corde du canot B, mais Moody, depuis le haut, lui a dit qu'il n'avait pas besoin de l'appareil parce qu'il laisserait le canot sur le pont pour qu'il flotte. Hemming s'est rendu, a sauté à l'eau et a nagé. Le canot est tombé à l'envers. À tribord, la situation avec le canot A était tout aussi compliquée. L'inclinaison vers bâbord rendait presque impossible de pousser l'embarcation jusqu'au bord. Tandis que tous tirèrent sur les canots, la passerelle s'est retrouvée sous l'eau à 2h15 et une vague a avancé sur le pont. Gracie et Clinch Smith ont entamé une course vers la poupe, mais un groupe d'hommes et de femmes a surgi des ponts inférieurs, bloquant leur passage. À ce moment, l'orchestre a changé de rythme et l'hymne « Automne » s'est fait entendre, se répandant dans l'air glacé. À la proue, une femme a demandé de l'aide à Peter Daly. Il lui a répondu qu'elle ne pouvait se sauver que par ses propres moyens, mais il a fini par l'accompagner en sautant. Au même moment, une vague a balayé Brown alors qu'il essayait de libérer le canot A. En voyant qu'il flottait, il a sauté dedans avant d'être expulsé à nouveau par le courant. Lightoller a compris que s'il continuait d'avancer vers la poupe, il ne ferait que retarder l'inévitable. Il s'est retourné et s'est lancé à la mer. Un courant l'a pressé contre la grille d'une bouche d'aération, mais une rafale d'air chaud l'a poussé dehors et il a réussi à s'échapper en nageant. Bride a également été emporté, s'accrochant à un support du canot B qui était toujours à l'envers. Plusieurs hommes se sont agrippés au bord et le canot a fini par flotter inversé. Gracie a été emporté par la vague, s'est accroché au grillage et a finalement réussi à faire surface, mais Smith a disparu. Pendant ce temps, Abelset restait dans la zone de la poupe. Avec l'augmentation de l'inclinaison, il a entendu des craquements et des coups sourds. La pente a fait que de nombreuses personnes sont tombées et ont glissé directement à l'eau.
Lui et les membres de sa famille se sont accrochés à une corde. Lorsque le niveau de la mer est resté à quelques mètres, ils ont sauté ensemble, bien qu'ils aient été séparés immédiatement. La majorité de ceux qui étaient sur le pont s'est retrouvée piégée entre des objets, des meubles et des fragments qui se détachaient. Le fracas était constant. Les lumières ont vacillé, se sont éteintes, sont revenues et ont ensuite disparu. Une lanterne est restée allumée sur le mât de la poupe comme dernier point de lumière. La structure rugissait tandis que l'inclinaison atteignait l'angle le plus extrême. Quand la cheminée de proue est tombée, plusieurs nageurs ont été piégés, bien que certains aient réussi à l'éviter. La chute de l'entonnoir a déplacé le radeau renversé où se trouvaient Lightoller, Bride et d'autres, les éloignant de la coque. La poupe est restée totalement verticale et tous les mécanismes internes se sont détachés dans une pluie chaotique. Le navire semblait figé dans cette posture irréelle avant d'entamer la descente finale. Dans les canots, certains n'ont pas pu regarder. Ismay a caché son visage, Stengel a tourné le dos, et plusieurs femmes n'ont écouté que le silence qui a suivi le dernier son de la coque en coulant. À 2h20, le navire a disparu sous la surface. Ceux qui étaient dans les embarcations arrivaient à peine à traiter ce qu'ils avaient vu. Au loin, l'équipage du Californian observait la fin sans comprendre ce qui se passait réellement. Pour eux, la succession de fusées n'avait jamais eu de signification claire. Maintenant, ils ne voyaient que la nuit vide où se trouvait auparavant une silhouette illuminée. L'aube de l'horreur, survivre dans le vide du Titanic. Quand le Titanic a disparu sous la surface à 2h20 du matin, la mer est restée couverte d'une légère brume et d'un champ de débris qui flottèrent sans but. Depuis le canot numéro 1, Lady Duff Gordon a observé le vide et a murmuré à sa secrétaire « Là est partie ta belle chemise de nuit ». Le commentaire a marqué le début d'une aube, où non seulement un navire avait été perdu, mais aussi la confiance en une époque qui croyait dominer la technologie et l'océan. La catastrophe a transformé pour toujours les normes maritimes. Depuis cette nuit, plus personne ne naviguerait dans une zone de glace sans prendre de précautions, ni se fier aveuglément à l'ingénierie. Une veille radio permanente a été instaurée, et l'obligation pour chaque navire de transporter suffisamment de canots pour tous. C'était la fin d'une manière de voyager, et de l'idée qu'un navire pouvait être indestructible. Alors que ces conséquences n'existaient pas encore dans l'esprit des survivants, le chaos continuait de régner en mer. La majorité de ceux qui étaient restés dans l'eau essayaient de s'accrocher à n'importe quel objet qui flottait. La température était si basse que chaque minute réduisait la force des nageurs. Certains essayaient de se maintenir sur des planches. D'autres luttaient contre des hommes désespérés qui, sans le vouloir, entraînaient quiconque s'approchait. Parmi les débris émergeaient deux espoirs, les pliables A et B, entraînés par la vague provoquée par la chute de la cheminée. Dans le pliable A, une vingtaine de personnes se tenaient aux parois couvertes d'eau. Ils n'offraient ni aide ni résistance. Ils ne faisaient que répéter une supplique « Ne chavire pas le canot ». Le pliable B, chaviré, a accueilli plus d'hommes. Lightoller a réussi à monter sur la quille avec d'autres survivants. Jack Tyre est également arrivé, poussé là par la vague. De dessous le canot a émergé Harold Bride, piégé sous la structure jusqu'à ce qu'il puisse remonter à la surface. D'autres cherchaient une place, parmi eux un passager britannique avec un manteau de fourrure qui, malgré le poids, a réussi à se maintenir à flot et à monter. Chaque nouvelle incorporation faisait couler le canot un peu plus, jusqu'à ce que la ligne entre rester en vie et chavirer devienne presque inexistante. Quand la structure était déjà pleine, ceux qui s'approchaient recevaient des avertissements désespérés. Certains étaient frappés avec des rames, d'autres nageaient autour, essayant de trouver un point sûr. Parmi ceux qui se sont approchés, l'un avait une voix ferme qui encourageait les autres sans demander à monter. Beaucoup ont cru que c'était le capitaine Smith lui-même, bien que personne n'ait pu le confirmer après. Sur le canot chaviré, Lightoller a organisé les hommes pour qu'ils se maintiennent en équilibre. Il leur a fait se lever, former une double rangée et se déplacer au rythme de chaque vague. De cette manière, ils évitaient que le pliable ne coule définitivement. Dans l'obscurité, certains ont partagé des histoires des derniers moments du navire. D'autres essayaient simplement de résister à la température qui mordait comme des aiguilles. Pendant ce temps, dans les canots qui avaient réussi à s'éloigner, il y avait une autre ambiance. Dans la petite flottille réunie par le 5e officier Lowe, le silence s'est rompu avec la décision que personne d'autre n'a osé prendre. Revenir chercher des survivants.
Lowe a organisé les canots 10, 12, 4 et D, a distribué les passagers et a formé une équipe capable de manier les rames. Quand il a cru qu'il n'y aurait plus de risque d'être coulé, il s'est lancé vers le champ de débris. À ce moment-là, il s'était écoulé presque 1 heure depuis le naufrage. L'eau avait fait son travail. Les cris s'étaient transformés en murmures et ensuite en rien. Lowe n'a réussi à sauver que 4 personnes vivantes, dont une est morte peu après. Aucun autre canot n'est revenu sur le lieu du naufrage. Les autres canots restaient immobiles, beaucoup d'entre eux à peine à quelques centaines de mètres. Dans certains, les femmes implorèrent de revenir, mais les membres d'équipage craignaient que les naufragés désespérés ne les fassent chavirer. Dans d'autres, des discussions et des décisions précipitées ont régné. La peur fut plus forte que le devoir. Même ainsi, en s'éloignant du Titanic, un étrange calme s'est étendu sur les gens dans les embarcations. Certains parlaient à voix basse, d'autres contemplaient le ciel. Quelques-uns regardaient les étoiles filantes qui traversèrent la nuit et se demandaient comment ils avaient survécu. Dans un canot, une femme s'est souvenue d'une ancienne croyance. Chaque étoile qui tombe annonce une mort. Bientôt, de petites interactions qui rappelaient un pique-nique forcé ont commencé. Dans le canot 3, une femme enveloppait un bébé tout en racontant des histoires pour se distraire. Dans le canot 13, le majordome Ray a distribué des mouchoirs pour les utiliser comme bonnets. Dans plusieurs canots, des dames de première classe partageaient des couvertures avec des femmes de 3e classe. En même temps, certaines ont passé la nuit à ramer. Dans le canot 6, la célèbre Madame Brown a dirigé les passagères avec énergie et a organisé un système pour que toutes participent. Cependant, tout n'était pas solidarité. Dans certains canots, des bagarres ont éclaté entre passagers et membres d'équipage. Il y eut des discussions sur le cap, sur l'utilisation des couvertures et même sur un réveil qu'une femme faisait sonner en pleine nuit. Dans le canot 1, le geste de Sir Cosmo Duff Gordon de remettre 5 livres à plusieurs membres d'équipage sera interprété après coup comme une tentative de corruption pour ne pas retourner sur le lieu du naufrage, entachant sa réputation. Dans le pliable B, la situation empirait à chaque minute. Le canot coulait lentement à mesure que l'eau entrait par les bords. Pour beaucoup, la seule force qui les maintenait était l'espoir de voir des lumières à l'horizon. La température montait et baissait à chaque vague, et certains hommes glissaient et disparaissaient, sans que personne ne puisse les aider. Lightoller insistait pour maintenir le rythme, obligeant tout le monde à bouger à l'unisson pour ne pas tomber. Parmi ceux qui ont réussi à rester à flot se trouvait le boulanger Charles Jouguin. Sa résistance au froid était due à une combinaison improbable d'alcool, de sang-froid et de chance. Après avoir aidé à charger des provisions et à embarquer des femmes, il s'était déplacé sur différents ponts jusqu'à ce que l'eau l'enveloppe. Il a sauté sans couler et a passé des heures à flotter presque sans sentir le froid, jusqu'à atteindre le pliable B, où il s'est tenu au bord sans essayer de monter. Peu après 3h30, un éclat a traversé le ciel, puis un autre, et un autre encore. Les embarcations ont commencé à voir des lumières qui avançaient dans la distance. Un navire s'approchait en tirant des fusées. C'était le Carpathia. Les canots ont répondu comme ils pouvaient, brûlant du papier, allumant des journaux, agitant des bâtons enflammés. L'espoir se frayait un chemin à travers l'obscurité. Quand l'aube atteint la mer de couleur chaude, certains continuaient de s'interroger sur des proches perdus. D'autres pouvaient à peine parler. Dans le pliable A, beaucoup étaient trop affaiblis pour réagir. Pour certains, l'aube est arrivée trop tard. Pour d'autres, cela a signifié la vie. Ainsi s'est terminée la nuit qui a emporté le Titanic et a marqué le début d'un monde distinct, où la mer ne se confierait plus à la chance ni au prestige d'une époque qui venait de sombrer. Vers New York, les voix qui ont reconstruit la tragédie. Au petit matin du 15 avril, tandis que le Titanic sombrait au milieu de l'Atlantique Nord, le Carpathia avançait vers la Méditerranée par une nuit tranquille. Ses passagers dormaient lorsqu'ils ont commencé à remarquer un mouvement étrange. Madame Anne Crane s'est réveillée à l'odeur de café fraîchement préparé, inhabituelle à cette heure. Dans une autre cabine, mademoiselle Anne Peterson a vu les lumières allumées sur tout le navire. Monsieur Howard Chapin a entendu du bruit juste au-dessus de sa cabine. Il semblait détacher un canot. D'autres passagers ont senti la vibration de la coque, le martèlement accéléré des moteurs et le froid qui entrait par les fentes. Le capitaine Arthur Rostron dormait depuis quelques minutes seulement. Mais lorsque l'opérateur Harold Cotham a remis le message du Titanic, il a réagi immédiatement.
Il a ordonné de virer le navire, a tracé un nouveau cap et a appelé le chef mécanicien. Toute la force de la vapeur devait être dirigée vers les moteurs. Le chauffage a été éteint, l'eau chaude coupée, et le navire a commencé à exiger chaque livre de pression. Les moteurs ont rugi jusqu'à dépasser les 17 nœuds, une vitesse inédite pour le vieux transatlantique. Rostron a organisé l'opération de sauvetage avec une précision absolue. Canots prêts à descendre, lumières électriques disposées le long du flanc, cordes, élingues pour enfants, filets, échelles et points d'accès aménagés. Il a ordonné du café pour tout l'équipage, des stations médicales dans chaque salon et des milliers de couvertures préparées pour les survivants. Il a également donné des instructions pour maintenir les passagers du Carpathia dans leur cabine afin d'éviter qu'ils n'entravent le travail. Tandis que le Carpathia avançait, l'opérateur Kotam essayait de communiquer avec le Titanic. Il a reçu des messages qui montraient une détérioration rapide. S'enfonce par la proue. La salle des machines est inondée. Venez le plus vite possible. À 1h50 est arrivé le dernier message avant le silence. Après, plus rien. À bord du Carpathia, les passagers ont commencé à remarquer que le navire courait à une vitesse presque dangereuse. Certains ont tenté de s'approcher du pont et ont été renvoyés dans leurs chambres. D'autres ont échangé des rumeurs à voix basse. Personne ne savait quoi chercher dans l'obscurité. Tous imaginaient un navire endommagé, mais personne n'envisageait l'idée d'un naufrage total. À 2h35, déjà près de la position estimée, un éclair vert est apparu à l'horizon. Rostron a cru que le Titanic était toujours à flot, mais quelques minutes plus tard, des icebergs ont commencé à surgir. Le Carpathia a zigzagué entre eux, maintenant la vitesse maximale. Sur le pont, le personnel de service essayait de rester au chaud en plaisantant, tandis que le navire esquivait des masses de glace qui brillaient sous les étoiles. Quand l'aube s'est levée, Rostron s'est retrouvé entouré d'icebergs. Le Titanic n'était pas là. C'est seulement alors qu'est apparu le premier canot de sauvetage, illuminé par une fusée éclairante. À 4h10, le Carpathia a recueilli la première survivante, Mademoiselle Elizabeth Allen. Sa réponse fut brève. Le Titanic a coulé. À partir de ce moment, les canots ont commencé à apparaître de tous côtés. Certains arrivaient avec des passagers en silence, d'autres avec des hommes chantant pour rester éveillés. Il y avait des embarcations pleines de femmes qui n'avaient pas dit un mot depuis la collision. Dans le pliable baie, les hommes passaient des heures à essayer de s'équilibrer sur la structure chavirée. Lightoller, Tailleur, Bride et les autres pouvaient à peine se tenir debout. L'arrivée des canots 4 et 12 les a sauvés juste à temps. Le 5e officier Lowe, seul à être retourné dans le champ de débris, ramenait avec lui les rares survivants repêchés de l'eau. Ensuite, il a trouvé le pliable A, inondé, avec des gens jusqu'aux genoux dans l'eau glacée. Il ne restait que 13 personnes debout. Lowe les a fait monter dans son canot et a laissé derrière lui le pliable vide que la mer transformerait plus tard en tombeau flottant. Les canots sont arrivés en séquence. Le 13 à 4h45, le 7 à 5h10, le 3 à 6h, le 1, le 4, le 10, le D, l'un après l'autre. Sur le pont, les passagers du Carpathia regardaient en silence, cherchant des visages connus. Certains ont reçu des nouvelles qu'ils n'attendèrent pas, d'autres ont retrouvé des membres de leur famille qu'ils croyaient perdus. Billy Carter a crié désespérément pour son fils jusqu'à ce que l'enfant lève un énorme chapeau et réponde « Me voici, père ». Bruce Ismay est monté en silence, tremblant, répétant son nom. Il n'a accepté ni nourriture ni boisson. Le docteur McGee l'a emmené discrètement dans sa cabine, où il resterait isolé pendant tout le voyage. Sur le pont du Carpathia, le mélange des vêtements des survivants attirait l'attention. Manteaux de fourrure, robes de nuit, pyjamas, kimonos, chaussures mouillées, couvertures et vêtements improvisés. Ils étaient ressortis d'un transatlantique de luxe et arrivaient à un autre navire avec rien de plus que ce qu'ils portaient. Vers 8h30 est arrivé le dernier canot, le numéro 12, surchargé avec presque 70 personnes. Chaque vague menaçait de le faire chavirer. Lightoller a dirigé les rameurs pour maintenir l'équilibre jusqu'à ce qu'ils puissent finalement s'amarrer au flanc du Carpathia. Ils avaient repassé plus de 6 heures à l'air libre. Avec tout le monde à bord, Rostron a décidé de la destination, New York. Halifax était plus proche, mais la glace bloquait le chemin. Les Açores étaient trop loin. De plus, les survivants avaient besoin d'une attention immédiate. L'idée de les transférer à l'Olympique lui a semblé inconcevable. C'était le navire jumeau du Titanic, et cela aurait été une image traumatisante.
Avant de se retirer, Rostron a fait un dernier tour de la zone du naufrage. Il ne restait presque aucune trace du Titanic. Des morceaux de liège, des chaises, des panneaux, des coussins, des gilets de sauvetage et un seul corps visible. Ensuite, il a ordonné un service religieux. Le navire a avancé lentement, tandis qu'un prêtre lisait des prières et que les survivants restaient en silence. Pendant ce temps, à New York, les nouvelles avaient provoqué la confusion tout au long de la matinée du 15 avril. Les premières éditions des journaux ont parlé d'un accident mineur. Le vice-président de la White Star Line a insisté sur le fait que le Titanic était insubmersible. Mais à la tombée de la soirée, les rumeurs ont grandi. À la fin, un message de l'Olympique a confirmé l'inévitable. Le Titanic avait coulé et il ne restait que des survivants dans les canaux. Les familles se sont rendues au bureau de la compagnie maritime. Certains ont trouvé les noms de leurs proches sur les listes préliminaires. D'autres n'ont trouvé que le silence. Les journaux ont commencé à créer des théories, explosions, fissures géantes, brumes denses, miracles et prétendues actions héroïques. Des histoires inventées ont surgi, allant de chiens sauvant des canaux à des hommes gérant des radios inexistantes. La presse a comblé le vide d'informations avec l'imagination. Le 18 avril, l'attente a pris fin. Le Carpathia est arrivé à New York sous la pluie. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées au port. Les canaux du Titanic ont été déchargés en premier, transformés en objets de morbidité et de souvenirs. Ensuite sont descendus les survivants. Certains marchèrent seuls, d'autres étaient soutenus par l'équipage. Chaque visage racontait une histoire différente. Pendant les jours suivants, la presse, les familles et les autorités ont commencé à reconstruire les faits. Entre spéculations et témoignages sont également apparus les premiers mythes qui perdureraient. La musique qui continuait de jouer, le plus près de toi, mon Dieu, le prétendu calme du capitaine ou les prétendus suicides. Certains récits étaient honnêtes, d'autres surgissaient du besoin humain de donner forme à l'horreur. La réaction mondiale a été immédiate. Drapeaux en berne, événements suspendus, villes entières en deuil. À Southampton, où vivait la majorité de l'équipage, une seule rue a perdu 20 marins. Des gouvernements ont envoyé des condoléances. Des familles entières ont été brisées. Les faits froids ont fini par s'imposer. Le Titanic naviguait à environ 22,5 nœuds, transportait 2224 personnes et seulement 705 ont survécu. La température de l'eau était de moins 2 degrés Celsius. Le premier canot a été descendu à 0h45 et le dernier à 1h55. Le navire s'est brisé aux alentours de 2h18 et a disparu 2 minutes après. L'histoire a avancé. Mais pour ceux qui étaient sur le Carpathia, il n'y avait pas de statistiques, seulement l'épuisement. Certains ont envoyé leur premier télégramme. D'autres ne pouvaient pas parler. Plusieurs femmes refusaient de prendre du café ou une couverture. « Partez, nous venons de voir mourir nos maris », ont dit 2 d'entre elles à Madame Ogden. Tandis que les moteurs marquèrent le rythme, le Carpathia s'éloignait du champ de glace. Les survivants occupaient des chaises, enveloppaient les enfants dans des couvertures et écoutaient la rumeur constante des engrenages. Beaucoup essayaient de comprendre pourquoi ils avaient vécu alors que tant d'autres étaient restés derrière. Personne n'avait de réponse. Le soleil avançait sur l'Atlantique tandis que le Carpathia continuait sa traversée vers New York, emportant avec lui la mémoire de la tragédie la plus marquante de son temps.